Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Émilie est maman de 3 enfants. Elle habite à Bruxelles et elle a fondé une marque de bijoux sur mesure. Très jeune, vers 5-6 ans, Émilie était extrêmement timide. Elle a ensuite fait des études de stylisme à Bruxelles pendant 3 ans. Ses parents ont toujours travaillé dans la mode et ont eu des marques de mode assez réputées à Bruxelles. Une fois son diplôme en poche, elle ne se sent pas légitime de rejoindre l'entreprise familiale. Elle décide alors de partir vivre à Paris. Seule face à elle-même et à force de sortir de sa zone de confort, Émilie a pu combattre cette timidité. Elle passe par de belles maisons comme Isabelle Marant, Dior, Christian Lacroix. Elle passera aussi par le magazine Glamour. Elle rentre ensuite à Bruxelles pour se marier, une première fois, à seulement 24 ans. Mais ça ne sera pas son grand amour, car quelques années plus tard, elle se mariera avec son meilleur ami. Elle intègre l'entreprise de son père en tant que directrice marketing et communication, et elle y restera 10 ans. Quelques années plus tard, elle crée son propre projet, elle lance Théa Jewelry 6 mois après la naissance de sa première fille, Théa. Pour résumer, dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire d'Émilie et ça donne ça. Un premier mariage à 24 ans, tomber amoureuse ensuite de son meilleur ami et l'épouser, créer sa marque en donnant vie à son premier baby, tomber enceinte 3 fois alors qu'elle est censée ne pas en avoir. Elle nous racontera en détail les étapes de l'évolution de son business, les succès de Théa Jewelry, les galères qu'elle a rencontrées et comment elle gère 3 enfants tout en menant de front un projet entrepreneurial et d'autres activités. Comme elle le dit, pour être entrepreneuse, il faut être courageuse et avoir confiance en soi. Bienvenue dans l'univers d'Émilie. Salut Émilie. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Ça va super bien. Et toi ? Très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. J'ai hâte de découvrir tout ton parcours qui est quand même assez hallucinant. Donc j'ai hâte que tu nous dévoiles tout, Émilie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour commencer ? Bien sûr. Donc je m'appelle Émilie. J'habite à Bruxelles. J'ai 3 enfants et j'ai fondé une marque de bijoux sur mesure qui s'appelle Théa Jewelry il y a presque 12 ans. Donc, tu m'avais un petit peu expliqué ton parcours entrepreneurial et j'ai découvert, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai découvert très récemment que tu étais maman de 3 enfants et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais comment fait-elle ? Donc, on va y revenir, évidemment, et tu vas nous expliquer un peu quels sont les secrets pour gérer tout ça. Mais avant ça, on a envie de comprendre, qui tu étais aussi plus jeune. Est-ce que tu savais qu'un jour tu allais te lancer dans l'entrepreneuriat ? Comment ça s'est passé un peu pour toi ? Quel est ton parcours ? Quelle est ton histoire ? Donc, je te laisse vraiment prendre le point de départ de ton choix. Écoute, alors je vais remonter assez haut au vu de ta question. C'est parce que je pense que c'est important aussi pour la suite. Quand j'étais quand même très jeune, donc on parle bien de vraiment toute petite, 5-6 ans, j'étais vraiment maladivement timide. Mais vraiment, quoi. Genre, je disais pas bonjour aux gens, je me cachais derrière ma mère, j'étais très 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 timide à un tel point que mon père souvent il pensait que je faisais exprès en tout cas de pas dire bonjour aux gens pour être juste désagréable, mais en fait j'étais juste super timide. Et heureusement pour moi j'étais assez myope en fait quand j'étais jeune, donc je me cachais derrière mon problème de vue pour ne pas devoir dire bonjour aux gens. Je dis tout le temps que je les reconnaissais pas, que je les avais pas vus, mais bon, une fois sur deux, je les avais vus quand même. Bien sûr. Donc non, écoute, ça s'est mis un peu comme ça, tu vois, sur mon chemin, parce que j'ai commencé par ça, parce que je pense que du coup, il faut quand même vachement combattre cette timidité pour être entrepreneur, parce que il faut quand même y aller, il faut être quand même vachement audacieux, donc il faut quand même souvent sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Et être un peu plus courageuse de ce que je n'étais. Donc voilà, ça c'était un peu pour le mood de la petite personne que j'étais. Mais en soi, écoute, moi j'ai toujours eu des parents qui étaient assez entrepreneurs dans leur mindset. Donc on va dire que j'ai quand même grandi avec ça dans mon éducation, dans cette manière d'être libre, tu vois, et de pouvoir réfléchir,
constamment, de pouvoir tout le temps se remettre en question. Donc c'est vrai que j'ai souvent vu ça. Et je vais pas dire que par défaut je fais ça, parce que je pense qu'on fait évidemment ce qu'on veut, mais c'est un exemple que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé être éduquée comme ça, vivre dans ça. Donc je pense que voilà, tôt ou tard, je me serais lancée là-dedans. Et qu'est-ce que tu as fait pour combattre justement cette timidité au fil du temps? Écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose en fait. Je pense que j'ai juste pas eu le choix plusieurs fois de sortir de cette fameuse, zone. Et si je dois dire un point qui m'a vraiment le plus marqué, c'était, après mes études de stylisme, parce que j'ai fait des études de stylisme à Bruxelles, parce que aussi mes parents ont toujours travaillé dans la mode, donc je pense que c'était quelque chose que je me suis un peu inscrite, par défaut. Je suis venue habiter en fait à Paris pendant 3-4 ans pour faire des stages dans la mode, et je pense que c'est vraiment à ce moment-là, si tu veux, en cassant un peu tout, si tu veux, le petit train-train, de partir vivre seule dans une ville. Bon, ok, c'était pas très loin, mais ça restait quand même pas la mienne. Dans une autre ville, devoir me démerder, le métro, les copains, la vie seule. J'avais quelque chose comme 21 ans, donc je pense que ça m'a permis vraiment de ne pas avoir le choix, si tu veux, de me faire des potes et d'avoir une vie sociale et de me démerder. Et je l'ai pas forcément remarqué, mais en fait, quand je revenais à Bruxelles, en fait, pour voir ma famille ou pour des events, on me le disait à chaque fois, mais c'est dingue comme t'as changé, t'es beaucoup plus présente, t'as plus confiance en toi. Et donc effectivement, j'avais remarqué, mais on me l'a vraiment tellement fait remarquer en fait que je me suis vraiment dit que ça devait être vraiment à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose qui s'est transformé, quoi. C'est marrant parce que, ça fait vraiment, écho à ce que j'ai vécu moi-même, donc ça me parle énormément ce que tu dis. Mais bref, aujourd'hui, le sujet, c'est toi, ce n'est pas moi, mais du coup, ça me parle, énormément. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Et également, si tu t'es épanouie avant d'être entrepreneur, est-ce que tu t'es épanouie à travers ton parcours professionnel? Oui, 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 vachement. Écoute, pour que tu comprennes juste effectivement le parcours, donc moi j'ai fait des études de stylisme à Bruxelles pendant 3 ans. Et mes parents ont toujours travaillé dans la mode et ont eu des marques de mode. Alors Bruxelles, c'est une petite ville, et donc c'était des marques qui étaient assez connues à Bruxelles, et il y en avait pas tellement d'autres en fait. Tu pouvais les compter sur les doigts d'une main. Et donc c'est à ce moment-là, tu vois, quand j'ai fini mes études, j'avais un peu, forcément un petit peu le syndrome de l'imposteur, comme on a beaucoup. Et puis surtout, je me sentais pas légitime, voilà, parce que j'avais pas d'expérience professionnelle, et je me disais oui, être la fille du boss, tu vois, ça va être déjà en fait une arrivée qui va être remarquée, on va dire. Bien sûr. Mais en plus, quand t'as pas de background, ben j'avais l'impression que j'avais pas vraiment les choses à dire. Donc, voilà, c'était bizarre pour moi d'aller dans une autre marque, on va dire concurrente, par mon statut. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir à Paris en me disant, mais en fait, je vais aller faire mes armes autre part et je reviendrai quand j'estimerai que je serai prête. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Paris. Alors, tout d'abord, pour la faire brève, en fait, je me suis inscrite à l'IFM, qui est l'Institut français de la mode, où j'ai voulu aller plus loin dans mon parcours d'études de stylisme. J'ai pas été prise vraiment comme élève, mais j'ai été vraiment assez loin. Ils étaient assez contents finalement de ma vision et de ce que je leur racontais. Donc ils m'ont donné l'opportunité en fait de me trouver un stage. Ils m'ont dit voilà, t'as pas été prise dans le cursus, mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire, où tu as envie d'aller, on aime bien ton personnage, ta vision, donc on a envie de t'aider. Donc ça, c'était trop, trop, trop une cool opportunité. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont trouvé mon premier stage qui était chez Isabelle Marant, parce qu'ils avaient une ancienne de chez eux, en fait, qui était chez Isabelle Marant. Donc, ils avaient contacté Charlotte, en fait, pour voir si je pouvais intégrer l'équipe. Ce qui s'est fait assez rapidement. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Paris, du coup, avec déjà un stage dans les valises. Et Isabelle Marant, bon, j'imagine que vous connaissez tous aujourd'hui, mais quand même, il y a 20 ans, parce que oui, c'était il y a 20 ans, c'était une marque qui était un peu connue, qui défilait pas vraiment, qui était encore une marque qui était dans le sentier. L'équipe était toute petite. Moi, je sais pas comment elle est maintenant, mais j'imagine qu'elle a bien, bien, bien grandi. Et donc, voilà, c'était déjà une super opportunité parce que j'ai eu un stage pendant 6 mois là-bas dans le bureau de style qui m'a appris plein, plein, plein de choses. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, du coup, j'ai eu l'opportunité de faire d'autres stages. Donc, j'ai fait un stage au studio chez Dior. Donc ça, c'était trop, 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 trop bien parce que c'était l'époque quand même de Galliano. Donc le personnage est quand même assez impressionnant. Donc là, je suis restée quand même aussi pas mal de mois. Et là, pour le coup, là, c'était vraiment l'élaboration d'un défilé de prêt-à-porter. Donc ça, c'était vachement intéressant.
Ensuite, après ça, je suis passée au studio chez Christian Lacroix. Et ça, c'était différent parce que c'est la haute couture. Donc là, la haute couture, on n'était que 4. Il y avait lui, sa femme, leur assistant et une stagiaire qui était moi. Donc ça, j'avoue que c'était une autre expérience qui était assez incroyable. Et après ça, en fait, complètement par hasard, j'ai fait un autre stage qui s'est transformé en CDD, qui était au magazine Glamour, parce que il lançait, donc Condé Nast en fait lançait le magazine Glamour en France, et donc il cherchait à monter une équipe. Incroyable. Donc et un tu peu étais par là hasard, au tout début de Glamour. Ouais, exactement, c'est numéro 1. Et ça, c'était aussi génial parce que c'était un projet, je ne veux pas dire pilote, mais un vrai projet existant, mais c'était quand même les tout premiers magazines. Et donc, il y avait tout à faire. Et en fait, c'est une forme de stylisme différente parce que c'est pas de la création de vêtements, mais c'était quand même de la création look à travers des pages et des annonceurs et autres. Donc, c'était du stylisme, mais pas celui que j'avais appris. Et là, je suis restée un peu plus de 1 an dans cette équipe qui était géniale, où j'ai de nouveau appris 1 million de choses. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai arrêté pour rentrer vivre à Bruxelles parce que tout simplement, je me mariais et j'avais envie d'avoir une vie de famille à Bruxelles, qui était une super qualité de vie que j'avais connue petite, et j'avais envie d'avoir la même chose et pouvoir offrir la même chose. Donc ça, c'était pour ma vie, on va dire, d'avant, qui touchait plus, on va dire, vraiment à la mode et au stylisme. Et c'est fou quand même parce que toi qui étais donc extrêmement timide et introvertie, t'es quand même rentrée dans un monde qui peut faire en tout cas assez peur et qui est très exigeant. J'imagine que, enfin voilà, faut répondre à certaines exigences. T'étais pas impressionnée? Enfin, tu t'étais quand même à l'aise dans ce milieu-là? À l'aise, je te dirais pas, c'est un grand mot. Mais je pense que, comme je te disais, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que je suis sortie un peu de ma coquille, je pense, tu vois, parce que j'ai Ouais, pas eu t'as le pas le choix. choix. Mmh. Donc ces stages, je les ai eus, on va être honnête, pas trop difficilement, parce que je me suis montrée, je me suis fait du réseau, donc voilà, j'ai réussi à sortir un peu du lot. Oui, enfin, après ça, je vais être honnête, vraiment honnête avec toi. Tu vois, ce genre de stage-là, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. À l'époque, tu n'as pas vraiment de grandes responsabilités, hein. Tu vois, il faut être honnête. Tu fais des plans de collection, tu vas chercher le déjeuner. Enfin voilà, en fait, c'est ce genre de stage-là. En tout cas, ils sont pour moi que intéressants si vraiment tu as l'intelligence, en fait, de ouvrir tes oreilles et tes yeux. Parce qu'il y a que comme ça, vraiment, où tu vois vraiment ce qui se passe, où tu apprends, où tu analyses, en fait, chaque situation, chaque mot. Mais tu fais pas vraiment quelque chose de concrètement, tu vois, qui va changer quelque chose dans la collection ou dans la boîte. Parce que tu es stagiaire et que c'est tellement gigantesque, tu vois. Mais bon, voilà, tu y es, tu as le mérite d'y être et tu fais pas les choses vraiment waouh. Tu es quand même assez dans ton coin, assez discrète, tu vois. Donc, D'accord. c'est pas que tu vas faire des Mmh. grandes prises de parole. Mais voilà, tu vois, il faut quand même, pour sortir de ton épine du pied, pour qu'on te regarde, oui, tu dois quand même être bien présente. Et donc, ça t'apprend quand même cette ouverture, si tu veux, mais tu dois pas non plus t'imposer, en tout cas, dans ce statut-là. Donc, c'est pas qu'un avant, un après, mais tu vois, tu as quand même un process, en fait, assez génial pour ta confiance en toi et pour toi, mais ça change pas non plus drastiquement à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc tu rentres à Bruxelles pour te marier, donc tu te maries très jeune, du coup, tu avais quel âge? 24 ans. Ah ouais, dis donc, tu savais ce que tu voulais déjà. Écoute, on va dire que oui. OK. Alors vas-y, raconte-nous cette partie-là de ta vie. Tu rentres, tu te maries. Est-ce que tu enchaînes directement, et tu as ton premier enfant? Ou est-ce que tu continues et tu reprends, enfin tu travailles, j'imagine? Et aussi, alors ça fait beaucoup de questions en une, Émilie, bon courage. Et aussi, à quel moment, du coup, tu lances ta première marque? Alors, écoute, donc là, ça va être plus ou moins 6 ans de vie, là, que tu viens d'évoquer. Je vais pas trop m'attarder, mais alors, pour évidemment, parce qu'on est là pour dire la vérité, c'est Absolument. un premier mariage. Premier mariage sans Ah! enfant. Alright. D'accord. C'était, une personne avec qui j'étais depuis que j'avais, 17 ans. Incroyable. Donc c'est avec lui, en fait, que j'ai fait tout un bout d'une partie de vie à Paris, enfin, on a fait plein de choses, ça c'était une autre vie, ce sera peut-être un autre podcast. Donc on s'est mariés, parce qu'il habitait avec moi à Paris aussi, on est rentrés à Bruxelles. On est rentrés tous les 2 dans une vie, active assez, rapidement. Donc c'est à ce moment-là, en fait, si tu veux, que je suis rentrée dans la société familiale.
parce que j'avais déjà 4 ans maintenant du coup d'expérience professionnelle dans les dents et que j'estimais que j'étais légitime pour rentrer dans la boîte familiale avec mon statut. Donc voilà, donc là on était ensemble, on n'a pas eu d'enfants ensemble. Donc si tu veux, j'ai eu tout le temps et toute ma tête, si tu veux, pour rentrer dans une vie professionnelle assez sérieuse. Et c'est à ce moment-là en fait que je suis rentrée donc chez mon père. Mais changement de plan, je devais rentrer chez mon père pour intégrer l'équipe de style, donc c'est-à-dire l'endroit où en fait on crée les vêtements. Mais il y a eu des changements de plan. C'est qu'il y a une personne en fait qui était DIRCOM et marketing dans la boîte de mon père, donc du coup qui avait 2 marques de vêtements, qui est partie du jour au lendemain parce qu'elle a eu un énorme problème perso. Et donc on m'a demandé de prendre sa place le temps de trouver quelqu'un. Alors que j'avais jamais fait ce boulot-là, j'avais jamais étudié de com et de marketing. Donc j'ai pris un peu le boulot à la levée, mais c'était hyper chaud parce que j'avais aucune info, j'avais aucun dossier, si tu veux, de briefing ni rien. Donc c'était un peu chaud. Figure-toi que pour la faire courte, ils ont jamais trouvé en fait. En fait, je ne sais pas. En fait, pour être honnête, ils ont pas je ne cherché. sais pas. Si chercher, oui, je pense. Mais est-ce qu'ils sont vraiment déchaînés pour trouver quelqu'un? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas s'ils ont jamais trouvé quelqu'un aussi bien. Mais c'est pas prétentieux ce que je dis, mais je dis ça juste parce qu'en fait, au final, la finalité, c'est qu'ils sont venus me voir en me disant on est tellement content de ce que tu fais et du job, donc est-ce que tu voudrais pas le prendre? Donc c'est pour ça que je dis ça. Bien sûr. Ou en fait, ils ont vraiment voulu que j'intègre ce poste-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis restée 10 ans. Ah, quand même. À ce poste en fait de com et marketing. Donc je suis plus jamais revenue, si tu veux, en arrière. J'ai appris comme ça. J'ai jamais fait ces études-là. J'en ai fait une expertise. Alors il faut savoir aussi que ça remonte il y a quelques temps et que du coup j'ai dû monter tous les e-commerce, tous les programmes d'influence, tous les réseaux sociaux, parce qu'en fait tout ça est né il y a plus ou moins 12-14 ans. Mais génial. Et en fait, c'était il y a 14 ans, si tu veux. Donc, en fait, j'ai vraiment suivi le flow, si tu veux, digital qui n'existait pas, si tu veux, dans les 2 boîtes que j'ai montées, en montant ça avec tout ça qui arrivait, en fait. Donc non seulement j'ai appris un boulot de com et marketing, mais j'ai aussi, en fait, finalement, surfé sur cette vague, en fait, nouvelle, où j'ai pu monter tous ces projets avec les débuts de ces mêmes projets, quoi. Donc ça, c'était assez canon. Ça a duré 10 ans. 10 ans pour 2 marques qui ont vraiment des visions, des clientes, des plans médias complètement différents. Donc, c'était un peu schizo. J'ai monté une équipe. Donc c'est à ce moment-là que j'ai basculé, que je me suis fait une expertise, si tu veux, vraiment en com et en marketing digital. Et quand même, j'avais cette idée de stylisme, en fait, et de création qui m'a manqué. Donc, les dernières années, j'ai pu quand même créer des collections de capsules pour une des 2 marques au bureau de style et m'amuser quand même à revenir à mes premiers amours, mais ils sont restés toujours au second plan. Donc ça, c'est pour la partie, si tu veux, boulot dans cette entreprise familiale. Je dois revenir un petit peu en arrière en disant aussi que du coup, on va dire 2009, donc c'est-à-dire 4-5 ans après, je me suis mis du coup en couple avec mon meilleur ami. Ah, c'est pas vrai. Non, mais attends, mais génial. On adore ce genre d'histoire, hein, il faut savoir. Mon meilleur pote, il est mon meilleur pote d'ailleurs depuis 25 ans. Donc depuis, il était d'ailleurs à mon premier mariage. Enfin, bref, toute une longue histoire. Et vraiment, 2-3 années plus tard, j'étais enceinte. En fait, on s'est pas encore mariés, mais j'étais enceinte de ma première fille qui s'appelle Théa. Ah. Et c'est comme ça que j'en viens à ta dernière question. Oui. Une lot de questions. Bravo. Que les 3 dernières années, en fait, à côté, si tu veux, de ce main job que je faisais dans cette entreprise familiale, j'avais très envie, en fait, de lancer mon propre business, alors qu'il n'était pas du tout pensé comme un business à l'époque, parce que en vrai, je pensais que j'avais passé toute ma vie dans l'entreprise familiale de mon père. Donc, j'ai lancé un petit, si tu veux, side job que je faisais un peu midi, un peu le soir, parce que j'avais envie de décider de mes propres choix toute seule. Alors, je m'entendais hyper bien avec mon père, avec mon frère, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai qu'on formait un triangle, si tu veux, de décision, en fait, dans cette aventure. Et j'avais envie de créer mon propre univers. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai monté Théa, qui est née, figure-toi, à 1 mois l'intervalle de la vraie Théa, de ma fille. Incroyable. Ma fille est née le 1er novembre et la marque Théa est née le 1er décembre. Ah ouais.
Et en fait, c'est comme ça que le process a évolué pendant toute la grossesse et que j'ai monté ce business-là quasi en même temps. J'ai voulu vraiment associer un moment de naissance à un moment de création. Et donc voilà pour la première partie de ta question. Et ben franchement, bravo d'avoir répondu à toutes mes questions avec, de manière hyper claire, hyper organisée. Franchement, bravo. Bah ouais, parce qu'il y avait quand même 2 jobs, 2 Ouais, maris. Tu vois, c'était pas carrément, évident. carrément. En tout cas, c'est génial de voir ton évolution, de voir que tu crées ta marque en même temps que tu donnes vie à ton premier baby. C'est hyper inspirant. Et en même temps, tu tombes amoureux de ton meilleur ami. Il se passe quand même vachement de choses. Ouais, il y a des gros dos, hein. Voilà, exactement. C'est quand même assez dingue. T'as fait un post où tu fais justement une rétrospective sur Thea Jewelry. Et c'est assez fou. C'est assez dingue. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, elle rigole pas. Parce que du coup, t'as vraiment mis énormément de choses en place, des partenariats, aventure hyper successful. Aussi, tu expliques qu'il y a eu des galères. Est-ce que tu peux Oui. nous raconter un petit peu, du coup, donc, encore une fois, bon courage pour résumer, parce qu'on parle quand même d'une dizaine d'années. Mais du coup, comment ça s'est passé? Quelles ont été un petit peu, tu vois, nous, ce qu'on a envie de comprendre, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui nous écoutent ou de futures entrepreneuses. Quelles ont été les étapes, si tu veux, de l'évolution de ton business? Quelles ont été aussi peut-être les stratégies gagnantes que tu retiens? Et puis les erreurs, les leçons que tu as pu tirer de certaines erreurs? Alors, écoute, effectivement, oui, mon deuxième prénom, je pense, est vraiment roller coaster dans cette aventure de Théa. Je fais une petite parenthèse, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce post? Parce qu'en fait, ça va aussi répondre à une de tes questions. Oui. Parce que, en fait, j'ai d'autres petites cordes à mon arc, on va dire, dans ma vie professionnelle, où j'accompagne à travers pas mal de projets, pas mal d'entrepreneurs. Plutôt femmes, c'est pas fait exprès, mais voilà, c'est plutôt elles qui viennent à moi. Et en fait, je me rends compte en fait que quasi dans mon quotidien, alors je vais pas du tout dire qu'on me met de côté parce que loin de ça, mais souvent on me dit mais toi tu sais pas ça, ou toi tu connais pas ça, ou toi tu sais pas ce que c'est. Un peu comme si entre guillemets donc c'est pas moi, mais je veux dire des profils comme moi. Et je parle au nom de plein de copines à moi qui sont aussi avec des marques assez successful, mais dont sur Instagram on pense que c'est la folie, mais effectivement c'est canon, mais c'est pas si simple. Bien sûr. Et en fait, je me rends compte que on pense en fait que voilà, on y est arrivé. Voilà, on y est arrivé. Il y a une réussite. Après ça, il y a une autre question de qu'est-ce qu'est la réussite, hein, bien sûr. Tout Et à donc fait. du coup, on n'a pas besoin d'être accompagné, on n'a pas besoin de ça, on sait pas ce que c'est, on sait plus ce que c'est. Et en fait, je me rends compte que ça m'atteint à chaque fois parce que voilà, parce qu'il y a une vie de tous les jours en fait qui est, je sais pas, qui est pas facile parce qu'on a tous nos problèmes bien sûr, mais je veux dire par là que c'est pas comme si on surfait sur le succès et que tout venait à nous, et que ça arrivait par magie et qu'en plus il y avait plus de sujets et en fait oui, j'ai vraiment besoin dans ma vie quotidienne en fait d'échanger avec les gens, de me faire accompagner, de me faire conseiller. Et donc voilà, j'avais envie de dire oui, ok, vous voyez tout ça en fait à travers l'Insta, à travers les sites, à travers ce qu'on raconte, et c'est forcément incroyable parce que quand on fait le bilan, et encore dommage que les posts s'arrêtent à 2200 Oui. caractères. Parce que franchement, j'ai On a vraiment trop de choses à ramené dire. le bras à 2200 parce que le premier texte, il en faisait 5000. Donc j'avais une double liste de plus et une double liste de moins, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai gardé les choses les plus importantes, on va dire. Donc effectivement, oui, il y a ça, et oui, on voit qu'il y a des plus grandes stars, qu'il y a des collabs incroyables, qu'il y a 1000 pop-up, qu'il y a 1000 choses. Bien sûr que ça existe, et c'est un moteur parce que c'est comme ça qu'on a envie de continuer, de grandir et de scaler. Mais effectivement, il y a énormément aussi de choses qui sont négatives, et finalement les choses négatives, il y en a peut-être moins dans la liste, mais elles prennent beaucoup plus de temps et de place en fait en charge mentale en fait que les choses qui sont positives, quoi. Même si forcément on est super content des choses Tout positives, à fait. mais il y a des process je sais pas moi, de vente ou plein d'autres choses qui durent des mois voire des années, alors que finalement une collab ça dure peut-être 10 jours, quoi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, je crois que c'est important de le dire, et pas du tout en mode Calimero, hein, pas du tout en fait. C'est juste pour dire en fait que on a toutes les mêmes sujets en fait. Peu importe qu'on a un business à 1 an ou à 10 ans ou à 20 ans, au final on est toujours des femmes avec une certaine énergie, avec des enfants ou pas, un mari, des envies, et c'est pas forcément évident de mettre ça dans la vie de tous les jours. Et donc pour moi, c'était important de prendre la parole sur ça parce que je pense qu'il faut
il faut, faire attention et puis surtout se dire que on est tout égal en fait finalement, dans ce genre de sujet quoi. Donc ça c'était le premier truc. Alors dans ma vie TA, écoute, moi j'ai 12 années mais qui sont forcément elles sont là. Mais il faut savoir plusieurs choses. C'est que d'abord les 3 premières années, j'étais full time dans un autre projet qui était le projet familial. Donc c'était vraiment un petit job, on va dire, à côté. J'ai décidé de mettre full time dedans tout simplement parce que mon père a vendu ses boîtes. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'est-ce que je fais? En fait, soit je trouve un autre job, soit je fais un mi-temps et je fais TA un mi-temps, soit je me mets full time dans TA parce que je savais pas ce que c'était en fait, parce que c'était un bébé, mais c'était pas vraiment un bébé business, c'était un bébé sans business plan, sans vision, sans objectif. Ce qui est assez faux aujourd'hui quand on dit ça, quand on lance quelque chose, mais c'était vraiment le cas. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un mari, c'est toujours le même, c'est le bon, incroyable et qui est toujours incroyable, qui m'a dit écoute, voilà, moi je pense qu'il y a du potentiel, donc moi je veux bien te proposer de gérer, de prendre en charge plutôt tout ce qui est financier, on va dire en termes de perso. Je sais que t'aimes pas trop ça. Mais parce que c'est vrai que c'est pas mon éducation, on va dire. Mais voilà, faisons-le comme ça. Tu vois, je le prends en charge. Comme ça, toi, ça te libère du temps pour vraiment comprendre ta boîte et voir s'il y a moyen d'en faire quelque chose de viable. Et puis, comme ça, tu auras essayé. Et puis, peut-être que tu feras partir à la prise. Peut-être que tu feras faire juste autre chose à côté. Mais comme ça, tu te donnes l'occasion, le temps de voir comment ça peut prendre. On s'était mis 1 an, mais j'avoue que ça a duré 4-5 mois maximum pour que je me dise, en fait, c'est ça que je veux, c'est cette liberté-là que je veux, c'est ce projet en fait qui me fait vibrer en fait et qui me fait lever le matin avec le sourire. Donc on va dire que tu vois, les années 3-4 sont plutôt les années 1 déjà. Ouais, je vois très bien. Voilà, en fait, où je me mets à fond dans le projet, que je puisse engager relativement vite déjà une personne. Et pendant 3-4 ans, en fait, ce projet est comme ça. On est à 2, on a un bureau, mais on est une mini-équipe, on travaille avec pas mal de freelance. Et c'est comme ça que, si tu veux, qu'il est complètement repensé. Les 3 premières années, c'était un e-commerce avec un monoproduit. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait qu'une bague que tu pouvais personnaliser. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. Quand j'ai voulu monter le projet, en fait, bravo. Il y avait que des bagues et des bracelets qui existaient, mais les bagues n'existaient pas du tout. Donc en fait, si tu veux, j'ai voulu en faire un monoproduit qui se trouvait pas, voilà, pour vraiment sortir du lot. Et aussi, je dis juste une petite parenthèse. En fait, j'ai développé en fait ma propre écriture personnelle en 3D pour pouvoir du coup que le projet soit vraiment hyper spécial et personnel. Que ce soit mon écriture, en fait, et pas un Arial, si tu veux, ou un Times, ou une autre écriture, en fait, qui pouvait te pomper. D'ailleurs, j'ai quand même bien fait, parce qu'il y a quand même beaucoup qui sont arrivés depuis 5 ans. Complètement. Et je me dis, si j'avais un Times, probablement que je serais plus là depuis bien longtemps. Mais vu que j'ai du coup une typo qui est pas copiable et qui est protégée par le droit d'auteur, ça en fait une force aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été pensé comme ça, mais je remercie de l'avoir fait comme ça, parce que du coup, c'est ce qui rend le projet encore unique au bout de 12 ans. Canon. C'est une petite aparté, mais je trouve que c'est une réflexion qui est importante aussi pour des personnes qui nous écoutent, de se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça me ressemble encore plus, et puis surtout pour être unique. Donc, si tu veux, pendant 3-4 ans, on fonctionne à 2, on croit. Quand tu dis on fonctionne à 2, pardon, Émilie. On fonctionne à 2 parce que tu avais une j'ai pas de associé, mais j'ai une employée. On est juste à 2, si tu veux, au bureau. On croit gentiment, aussi parce que moi, je suis ambitieuse, mais j'ai une angoisse en fait sur les scaling en fait qui vont hyper vite, sur les très grandes équipes. C'est vraiment quelque chose qui me fait pas rêver, si tu veux, pour être honnête aussi. Je pense que c'est important de le dire, parce que souvent aussi on est complexé, tu vois, vis-à-vis de sociétés ou de boîtes qui grandissent très vite, qu'il y a des grandes équipes, où il y a des investisseurs qui arrivent. Enfin voilà, tu vois, c'est quelque chose qui peut faire rêver. Moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un d'ambitieuse. J'ai envie de grandir, mais ça me fait pas rêver, ça me fait peur en fait. Donc moi, j'ai vraiment si tu veux, la vision de doucement mais sûrement, et de pouvoir être à l'aise, si tu veux, avec ma vie perso, et de pouvoir allier plein de choses, mais pas à pas. Voilà, ça c'est vraiment mon truc à moi.
Donc, c'est pour ça que pendant 3-4 ans, c'est doucement mais sûrement, mais c'est très OK. On travaille avec beaucoup de freelance, ce qui me conforte, en fait, dans le fait de créer notre propre petite famille, si tu veux, mais de manière pas trop lourde. Et c'est dans ces années-là, en fait, que commencent les premières grosses collabs, les projets. C'est là où on a approché par Victoria's Secret, tu vois, on leur fait des bijoux pour une campagne incroyable. Enfin, voilà, on a plein d'histoires assez incroyables à ce moment-là. On les chérit, bien sûr, mais on essaie de toujours trouver c'est quoi la suivante pour aller au step suivant et pouvoir s'épanouir. Et puis, au bout de 6-7 ans, bah voilà, tu vois, arrive le être seul. Comment grandir? On arrive à nos premiers plafonds qui sont compliqués. Donc, c'est à ce moment-là, si tu veux, que pendant quelques années, j'essaye des choses comme l'association, donc vendre des parts, être minoritaire, comme aussi céder une licence. Si ça t'intéresse, je reviendrai après sur certains sujets. Donc, il y a plein de gros morceaux, en fait, qu'on tente et qu'on met en place, si tu veux, pour plus être seul, pour grandir, pour passer les plafonds suivants. Mais on va dire que chaque sujet ne sont pas des échecs parce qu'on a appris plein. Mais en fait, ils n'ont pas abouti à des formes de réussite. Donc, à chaque fois, du coup, il a fallu être résilient et audacieux et se remettre en question et remonter sur son cheval et se poser des vraies questions de ce que je veux continuer, je veux pas continuer. Et ça dure quelques années comme ça pour au final, en fait, en février 2020, racheter toutes les parts de tout le monde, y croire, revoir à zéro le business à nouveau, revoir la plateforme de marque, revoir le business, prendre une coach, me retrouver à 1 mois du premier confinement, penser qu'on a fait la plus grosse erreur de sa vie, mais finalement, pas du tout. C'était au final à nouveau une année 1, donc l'année 10 ou 9 est nouveau une année 1. C'est pour ça que je parle de roller coaster énorme. Et depuis 2-3 ans, ça se passe de nouveau super bien. J'ai 100% des parts de ma boîte et j'ai de nouveau une petite équipe et on est très heureux actuellement dans l'histoire de la marque. Mais c'était pas long fleuve tranquille. En tout cas, il y a l'air de s'en être passé beaucoup, des choses. J'ai envie de revenir sur plusieurs choses que tu as dit. Tu as dit déjà que les 3-4 premières années, c'était un peu comme l'année 1 et que tu n'avais pas de vision, pas de strat, pas de business plan, etc. Je voulais juste faire un petit parallèle. Donc ça, les opinions sont partagées avec, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un des investisseurs dans Qui veut être mon associé, je crois que c'est Éric Larchevêque, qui a dit qu'il n'était pas forcément pour le fait de faire un business plan quand on lance un projet. Alors encore une fois, c'est un débat, mais je voudrais juste donc rebondir là-dessus, tu me diras ce que tu en penses. Alors attention, comme d'habitude, tu connais un petit peu ma façon de fonctionner maintenant, Émilie. J'aime bien poser plusieurs questions en une. C'est comme ça que je fonctionne. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que tu parles d'associés, ensuite plus d'associés. Je sais pas si tu as envie d'aborder ce sujet, mais il me semble que c'est un sujet qui... Voilà. Si j'ai bien compris, tu étais associée à une amie à toi et les choses se sont pas forcément passées comme prévu. Et c'est un sujet, je trouve, très intéressant parce que c'est quand même, si tu veux, ça arrive très souvent qu'une boîte coule parce que justement, les associés ne fonctionnent pas bien ensemble. Donc c'est aussi tous les sujets, si tu veux, de comment choisir un bon associé. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Ça peut être dangereux comme ça peut faire développer ta boîte très vite. Ça aussi, c'est tout un sujet que je trouve très intéressant. Et ensuite, j'aimerais finir, est-ce que globalement, t'arriverais à nous donner, par exemple, je sais pas moi, 3 stratégies que pour toi tu estimes être des stratégies gagnantes et 3 erreurs à éviter justement quand tu lances une marque. Bon courage, Émilie, pour répondre à tout ça. J'ai une mémoire de Dory en plus, mais je crois que j'ai tout retenu. T'inquiète, je suis là si tu as besoin. Alors, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, c'était pas fait exprès, en fait. Donc, du coup, ça a même pas été une option. Donc, du coup, ça s'est fait complètement naturellement. Pas de projet, juste un petit e-commerce, un produit, pas de collection, pas de solde, un BFR négatif. Donc, c'est-à-dire que le produit n'existait pas parce que c'est des bijoux qui sont personnalisés. Donc, c'est-à-dire le produit se crée quand les gens le commandent. Donc, c'est-à-dire que c'est le pied. Parce que, dans mon style de business, parce que tu n'as pas de stock. Et donc, du coup, la cliente paye au moment où elle crée son bijou. Et puis, le bijou est envoyé entre 4 et 6 semaines plus tard parce qu'il est fabriqué uniquement pour la personne. Il est unique. Donc, c'est-à-dire que l'argent est déjà sur le compte pour payer le fabricant. Donc ça, le business, il est extrêmement simple. C'est pour ça aussi, je pense que je me suis pas trop cassé la tête. C'est qu'en fait, tu as déjà la trésorerie, en fait, avant de pouvoir payer ton fabricant.
qu'il faut juste faire attention à ce que tu dépenses au niveau comme et marketing, mais on parle toujours d'un pourcentage, voilà, qui est assez fixe en fait, qui est un peu la clé. Et le plus dur du projet était de se faire connaître et voir, mais on va dire que c'était aussi parce que Théa est née 6 mois après Instagram, donc Trop en drôle. fait, j'ai surfé aussi sur tout ce qu'on me donnait comme outil Tout à et j'ai fait. essayé un peu plein de choses. Donc je suis d'accord avec toi sur ce business plan qui n'existait pas parce qu'il s'est fait un peu, si tu veux, comme ça, par défaut. Alors aujourd'hui, ça dépend, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais ça dépend, en fait. Si tu veux scaler très vite, monter, approcher des fonds d'investissement, des investisseurs et autres, bah, là, t'as pas vraiment le Oui, choix, bien sûr. en fait, de monter un plan. Mais si ça reste comme moi, si tu veux un side job parce que tu ne veux pas ou tu ne peux pas financièrement quitter un job actuel et que tu veux tester un projet, bah oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu peux tester plein de choses, en fait, petites, sans être trop parfait, et de pouvoir faire ça plus tard. Après ça, si tu veux lever plein de thunes, en fait, pour aller très vite, donc je pense que t'as pas le choix. Donc oui, je suis d'accord avec toi, ça dépend juste, en fait, de où t'en es et comment Est-ce tu que vois tu ton veux? projet. Donc ça, c'était pour la première question. Après ça, non, j'ai pas essayé. J'ai voulu, si tu veux, trouver un peu de sous, tout simplement, parce que j'avais besoin d'un tout nouveau site beaucoup plus performant. Je voulais développer mon 3D pour recréer ton bijou online. Enfin, j'avais pas mal de gros blocs de sujets où j'avais pas les moyens, si tu veux, d'aller chercher, si tu veux, des sous rapidement. Bon, après, petite parenthèse, s'il y avait des entrepreneuses qui nous écoutent, oui, il y a moyen, des petites choses, tu vois. Je me suis inscrite à Réseau Entreprendre, j'ai été lauréate, tu gagnes une petite bourse. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça où par-ci, par-là, en fait, tu peux gagner ou des prêts d'honneur. Enfin, voilà, tu as des petites choses, en fait, qui sont sans passer par les banques, qui existent pour les entrepreneurs. Donc, tu peux te démerder, si tu veux, pour juste, si tu veux, souffler, on va dire. Mais moi, c'était plutôt des plus gros travaux que ça, si tu veux. Donc, j'avais besoin de ça. Et je me suis fait, j'avoue, influencer par pas mal de potes qui ont toujours d'ailleurs des projets à succès et qui parlaient beaucoup, si tu veux, d'associés, de levée de fonds, d'aller chercher de l'argent, si tu veux, d'augmenter son capital, enfin bon, bref. Et donc, je me suis dit, en fait, je suis un peu obligée de passer par là parce qu'apparemment, la prochaine case, c'est ça. Sauf que j'étais trop petite pour des vrais investisseurs, on va dire. Et en même temps, non, genre, en fait, j'étais en fait pour le family and friends. En fait, à ce moment-là, au niveau de la grandeur de la boîte, parce qu'on disait souvent, pas assez de chiffre d'affaires, donc ça c'est pas maintenant, ça c'est pas nous. Donc quand même pas mal de portes qui se ferment, mais de nouveau un apprentissage parce que vu que c'est pas du tout, du tout, du tout ma zone de confort, tout ce qui est business et quand je parle de business, je parle vraiment d'argent. Je découvre en fait ce monde-là et je me dis, enfin, je vois bien en fait que le family and friends c'est ma seule solution. Donc je me retourne en fait vers ça et là je fais rentrer dans ma boîte en fait 2 personnes. Une personne d'abord qui est même pas family and friends, mais quelqu'un dans mon entourage plus lointain, on va dire, mais qui est dans le domaine des bijoux, plus dans le retail ou dans le B2C, mais pas du tout dans le digital. Donc mon projet le faisait un peu rêver en fait, donc ça l'intéressait d'investir dans ça. Et moi, ça m'intéressait parce que il y avait quand même pas mal de contacts dans la joaillerie, ce que je n'avais pas, parce que je rappelle que je viens de la mode en fait et pas du tout Bien des sûr. bijoux. Ça c'était la première personne. Et après, je fais rentrer, on va vraiment être à nouveau honnête, une meilleure amie / sœur, c'est pas ma sœur, mais comme une sœur, D'accord. dans le business pour plein de raisons qui sont personnelles. Et on se met à égalité, nous deux, et on donne un autre pourcentage moins élevé à l'autre personne qui est dans la bijouterie. Et c'est comme ça en fait que je fais rentrer de l'argent parce que je pense qu'en fait c'est facile, qu'on va pas trop m'embêter en termes. Enfin voilà, c'est pas comme si tu avais une grosse boîte d'investissement en fait qui te demandait des rapports tous les mois et Ouais, autres. Mais bien sûr. aujourd'hui j'ai quand même changé d'avis. Mais à l'époque je voulais pas de ça, je voulais pas qu'on me surveille. Donc je me suis dit c'est facile, il me faut confiance, on se connaît, on est potes, on est invincible, ça va être génial, on va se marrer. Comment te dire? Comment te dire que c'est un peu con de penser comme ça? Parce que non, nous ne sommes pas invincibles et nous avons été extrêmement cons parce que effectivement, on a fait une augmentation de capital, donc on a signé un papier chez le notaire comme quoi on mettait de l'argent dans la boîte, mais on n'avait aucune clause de divorce. Extrême erreur, ce qui nous a valu beaucoup de mois d'avocats en fait pour se mettre d'accord en fait sur la valo, sur qui faisait quoi, la sortie de qui. Et à ce moment-là, je peux vous dire que on a l'impression de se battre comme si on était en train de racheter TF1 et qu'on se battait pour une pauvre chaise, quoi.
Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un Mon mauvais Dieu. résumé, mais c'est Eh pour oui, dire vraiment qu'il y a beaucoup d'ego en fait qui rentre là-dedans bien parce qu'on sûr. est touché en fait par du perso, de l'amitié, de la tristesse, de l'échec. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Je me suis demandé 100 fois est-ce que j'arrête pas. C'est quand le moment en fait pour arrêter. Tu vois, c'était une Bien sûr. question. Est-ce que je me raccroche pas à ce truc, tu vois? Est-ce que c'est pas trop émotionnel, personnel? Est-ce que j'ai la bonne prise de hauteur? Est-ce que c'est sain? Enfin bon, voilà, tu vois. Mais c'est incroyable aussi. J'avoue que c'est extrêmement difficile, mais c'est incroyable parce que ça te fait vraiment une énorme remise en question en fait personnelle et professionnelle à ce moment-là parce que t'as pas le choix en fait de réfléchir à ce que tu veux et ce que tu veux pas dans ta vie, quoi. Bien sûr. Et aussi, je fais une petite parenthèse, mais aussi les 10 ans que j'ai parlé de Théa avec tout ça là-dedans aussi, bah, on est des femmes, donc on peut se parler librement. Il y a aussi quand même 3 enfants, en fait, là-dedans, Mais oui, mais bien sûr. avec une maison, des travaux, un mari, on viendra peut-être là-dessus après, mais je veux dire par là que tu as donc des émotions différentes, des fatigues différentes et donc quand tu as ce genre de tsunami-là, en fait, qui arrive, beh, tu as aussi des prios, en fait. Tu vois, tu fais pas à pas, en fait. Tu prends dossier après dossier parce que ils sont énormes, mais t'as pas le choix, en fait. Donc tu n'as pas le choix, en fait, de prendre cette prise de hauteur et de réfléchir comptablement aux choses, quoi. Alors concernant les stratégies gagnantes et les conseils, écoute, c'est un peu compliqué, mais je dirais de s'écouter, vraiment, d'écouter son intuition, parce que les seules fois où je les ai pas écoutées, bah, ça n'a pas fonctionné. Je dirais de vraiment bien s'entourer, extrêmement bien s'entourer, de se créer une petite famille, employée ou pas, bienveillant. Et quand je dis les meilleurs, c'est pas forcément les plus chers, mais les meilleurs pour nous. Et je dirais de quand on a un projet ou des difficultés, je dirais vraiment de beaucoup en parler le plus possible aux gens. Je sais que souvent on dit l'inverse, mais moi je pense qu'il faut en parler parce que c'est comme ça en fait que les gens pensent à nous et nous aident concrètement et qu'on rencontre des gens potentiels pour nous aider à réfléchir et à s'en sortir. Donc voilà, donc ce sera un peu moi pour moi les stratégies qui sont même gagnantes et en même temps dans des situations qui sont moins faciles, mais voilà, je dirais ça. Est-ce que tu crois à la phrase qui dit: «On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus»? Oui, clairement, clairement. Je pense qu'on est influencé par son entourage et surtout on prend énormément des autres et vice versa. Donc je pense que naturellement, effectivement, et surtout de plus en plus avec le temps, je trouve. Parce que dans ton cas, c'est intéressant parce que donc, tu es entourée quand même, ça aussi je l'ai vu, en regardant tes posts Insta, tu es entourée de beaucoup d'entrepreneuses successful. Ça s'est fait petit à petit quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ou tu étais déjà, entourée d'amis, successful? Non, ça s'est fait petit à petit. Je pense qu'on a toutes plus ou moins c'est le même mindset en fait qui est quand même le sharing is caring. Et donc, bah voilà, c'est ce que je viens de dire, tu vois. À force de café, de j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te parler de ça, j'ai ce problème-là, j'ai vu que tu l'avais eu. À force de parler, de s'ouvrir, et ben, je pense que c'est comme ça qu'on se crée une sorte de vivier, si tu veux, bienveillant de femmes entrepreneurs. Parce que comme je le disais au tout début, on a tous les mêmes sujets, peu importe où on en est. Et je pense que tout ça est extrêmement bienveillant. Et on a énormément de groupes WhatsApp aussi entre nous, à où dès qu'il y a un sujet de n'importe quoi, en fait, je te file ça, je cherche ça, j'ai ce mec-là qui est génial, je vous le Ah, conseille. c'est génial. C'est extrêmement généreux et c'est très, très cool. Mais là, effectivement, donc tu as donné de très bons conseils. Celui-ci, je pense que c'est vraiment un des meilleurs conseils. Quand on commence dans l'entrepreneuriat, on se rend pas compte à quel point c'est important d'être entouré d'entrepreneuses et de s'apporter des solutions les unes, en fait, entre les autres. Et ça, c'est pépite, en fait. Je suis d'accord et je trouve qu'aujourd'hui et thanks God parce que c'était pas mon cas au tout début, on est vraiment beaucoup plus dans la sororité et dans l'échange, quoi. Donc Ouais. il faut vraiment profiter de ça parce que c'est le mood du moment et c'est cadeau, quoi. Complètement, complètement. Tu l'as dit tout à l'heure et au début, je t'avais dit que je voudrais y revenir et donc revenons-en et on va finir là-dessus. Tu es maman de 3 enfants, donc ça aussi c'est hyper intéressant. Moi aussi je suis maman d'un petit gars et toutes les auditrices qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes mamans aussi. Est-ce que ça a chamboulé ton projet entrepreneurial d'être maman de 3 enfants ou est-ce que ça s'est complètement intégré, c'est-à-dire ça ne t'a pas fait peur, tu as réussi à gérer les deux, tu vois, tu as réussi à garder un équilibre et une évolution constante de ton projet entrepreneurial et en même temps en donnant vie à des enfants, en les éduquant, en étant fatiguée. Comment t'as fait, quoi? Enfin, est-ce que c'était fluide pour toi? Alors fluide, je dirais pas, mais par contre, ça s'est complètement intégré. En fait, comme je t'expliquais au tout début, en fait, moi, j'ai vraiment grandi dans ce genre de mindset-là, moi-même. Donc du coup, alors je l'ai pas reproduit de la même manière,
mais quand même, c'est quelque chose qui s'est intégré. Et je trouve que justement, ça te donne de la force pour pouvoir en fait aller plus loin, te poser des vraies questions. Et comme je disais tout à l'heure, aller pas à pas dans ta vie perso, pro, et comprendre où sont les priorités en fait. C'est ça. Les priorités, elles sont souvent les tiens, on va dire. Donc non, ça s'est complètement intégré. Ça a beaucoup aidé, en tout cas pour moi perso. Ça m'a beaucoup aidé dans ce fameux roller coaster, en fait, de comprendre où étaient vraiment les priorités. Donc voilà, écoute, ils ont l'habitude d'avoir une mère entrepreneuse, ils ont l'habitude de me voir bouger. Donc je pense que ça fait partie de notre vie. Et pour information, le papa est comme ça aussi. Ah, Donc incroyable. voilà, c'est notre vibe, c'est notre énergie. C'est pas facile tous les jours, mais pour moi, ça fait un en fait. Voilà. C'est génial. Moi, j'adore cette vibe. J'approuve totalement. Donc bravo, non, c'est top, c'est hyper inspirant. Et on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout malheureusement, sinon le podcast durerait 2 heures. Mais il y a quand même un sujet aussi hyper important. Allez, on finit vraiment là-dessus. Pareil, que j'ai découvert à travers ton compte Insta, parce que tu partages quand même pas mal de choses. Je ne connaissais pas, mais tu expliques être SOPK. Et ça, c'est aussi incroyable. C'est-à-dire que c'est une des premières causes d'infertilité. Et toi, tu as réussi à faire 3 enfants. Enfin, tu vois, on parle de mindset et de vibe et de tout ça. Et ça fait aussi partie de toi aussi, ce truc où t'es une battante, quoi. T'es une guerrière un peu aussi, Émilie. J'ai envie de te dire oui et non, parce que en fait, ils sont tous les 3 arrivés un peu par magie. Alors non, en fait, la première, c'est pas vrai. La première, on a fait un traitement, mais qui au final était pas si lourd. Donc, au final, c'est bien passé, parce que ça a duré qu'une grosse année, si tu veux. Donc, ce qui est pas énorme, en fait, quand tu as un problème d'ovaire, en fait, parce que finalement, tu ovules, mais le 12 janvier et le 27 septembre. Donc, il y a aucune règle. Ah ouais. Et les 2 suivants, en fait, on m'a dit que ça s'était jamais remis, que mon cycle ne s'était jamais remis, parce qu'on pensait qu'un accouchement, on pouvait potentiellement tout remettre, mais c'était pas le cas. Et les 2 autres, en fait, sont arrivés tout seuls, en fait. J'ai appris à chaque fois que j'étais enceinte de 3-4 mois, en fait, pour les 2 autres. Incroyable. Donc, guerrière, oui et non, parce que le premier, c'était un traitement qui était pas si lourd, et les deuxièmes sont arrivés par magie. Donc, moi, voilà, je le dis parce que je prends la parole sur ça aussi, parce que je trouve que c'est important, et c'est, je sais plus c'était quoi les chiffres, mais c'était quasi une femme sur 6 ou un truc comme ça. Enfin, donc c'est vraiment énorme. Mais on va dire que dans cette maladie-là, en fait, j'ai eu énormément de chance, parce que les planètes se sont alignées, et j'ai toujours pas compris comment. Et je vais te dire aussi, parce que je sais que c'est pas du tout secret au sein de notre famille, donc c'est pour ça que je m'en fous de le dire, mais c'était tellement surprenant, et on a tellement eu une étoile, en fait, par rapport à cette maladie et les enfants qui sont arrivés par magie, et c'était incroyable, qu'on voulait s'arrêter à 2, donc on nous a dit, de toute façon, c'est pas grave, ça marche plus. Il y a eu quand même un 3e, et là, on comprend pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça a marché, alors que c'est censé ne pas marcher à chaque fois. Et voilà. Et donc, vu que je ne supporte pas, en fait, le stérilet, la pilule et tout, et que ça fonctionne quand même, et qu'on me dit que ça fonctionne pas, mon mari a craqué. Il a fait une vasectomie en me disant, mais non, en fait, voilà, on va pas rentrer dans ce sujet-là précisément, mais en gros, il m'a dit, j'en ai marre, voilà, on en a 3, on est hyper heureux, on va pas en avoir 6, mais bon. C'est quand même j'ai quand même épousé une femme qui est censée pas en avoir, et là, on en a 3, et on est extrêmement heureux. Donc, il fallait arrêter ce process-là. Donc oui, on va dire que moi, je suis pas tellement une warrior. J'ai surtout une histoire assez incroyable, et tant mieux pour nous, on chérit cette histoire, et on sait vraiment qu'on a beaucoup de chance. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que c'est dû à votre mindset, à ton mindset? J'ai l'impression que t'es quand même quelqu'un d'assez positif et d'assez, je sais pas, je sens une certaine douceur, bienveillance, gratitude. Est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi un petit peu à ça, à l'état d'esprit, au psychologique? Après, quand on dit ça à certaines filles qui peuvent pas en avoir depuis des années, je sais que ça doit être l'horreur, qu'on a envie de taper ces gens-là. Mais oui, je pense que je me suis jamais trop pris la tête sur ce sujet, parce que j'en avais déjà un, tu vois, à travers l'accompagnement, si tu veux. Bien sûr. Donc le fait déjà d'en avoir un, déjà t'es déjà chanceuse, en fait, quand déjà tu peux pas en avoir, si tu veux vraiment. Mais oui, je pense que les autres, du coup, ça a dû fonctionner, parce que du coup, je me suis pas mis la pression. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ah non, mais totalement, je vois très bien. Quand tu lâches prise et que ton cerveau a lâché, je pense que les choses se passent plus naturellement. Mais bon, je dis ça, mais je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait. Que quand on est dedans, on n'arrive pas, et qu'on broie du noir et tout. Donc, j'ai vécu plein de copines qui ont eu ça. Donc, je sais que c'est vraiment difficile pour moi de dire ça. Mais je te rejoins qu'effectivement, quand tu lâches
les choses, je pense que tu laisses de la place, si tu veux, entre guillemets, à l'univers, à te faire rentrer d'autres choses, en fait, parce que t'es pas obstrué, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ça vaut autant pour le business aussi, ça, je pense aussi, hein, que pour le perso. Comment ça? Mais quand tu laisses pas de place, en fait, ta charge mentale déborde et qu'en fait, tu laisses pas de place, enfin, tu estimes que t'as trop de merde et tu laisses pas de place à faire rentrer, si tu veux, des choses nouvelles, de nouveaux dossiers, bah, ça prend plus de temps que quand tu nettoies, en fait, plus souvent, en fait, si tu veux, et que tu laisses vraiment les gens, les rencontres, tu vois, arriver et que du coup, bah, t'as d'autres choses qui se mettent, quoi, et qui remplacent peut-être d'autres, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y aurait tellement d'autres questions que j'ai envie de te poser, mais on va terminer sur ça. Merci infiniment en tout cas pour ta transparence. C'était vraiment hyper top. Je te garde encore quelques secondes, voire quelques minutes, puisque dans le podcast, on a 3 questions rituelles à la fin de chaque épisode. Et comme tu ne les connais pas, c'est génial, parce que du coup, ça va être très spontané. Du coup, Émilie, première question, quel était ton rêve de petite fille? Alors, mon rêve de petite fille, c'était de travailler dans la mode. Ah bah, du coup, gagné. Check. Voilà, check, done. Ok, parfait. Est-ce que tu as un mantra ou voilà une phrase qui te guide dans la vie? Alors, je retiens pas trop, parce que comme je disais, j'ai une petite mémoire de Dory. Mais si je dois t'en sortir un, c'est never give up, quoi. C'est n'abandonne pas, vas-y. En tout cas, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, et accroche-toi tant que t'y crois. Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? C'est-à-dire être dans sa vie avec ses pleins pouvoirs. Donc, c'est-à-dire d'être là au moment présent, de prendre de la hauteur, de réfléchir et de surtout être aligné à ce qu'on veut vraiment, en fait. Tenter le mieux possible de visualiser son futur, en fait, si tu veux, et d'aller l'atteindre, quoi. Parfait. Écoute, c'est absolument parfait. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour cet échange et je te souhaite une très belle continuation. Merci. Merci à toi aussi. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.